Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Actuel. Ravi de vous retrouver. C'est vrai que ça fait quelques semaines déjà que je n'avais plus vu Fred Matriche à mes côtés. Vous étiez où, Philippe J'étais même pas en congé, malheureusement. Mais oui, ça fait longtemps. Tout va bien, Fred? Oui, très bien. Merci d'être présent pour cette Merci reprise avec une invitée, Julie Fernandez. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de recommencer avec une invitée, présidente d'Enodia. Vous n'êtes pas là au titre d'Echefine liégeoise, mais bien au titre de présidente d'Enodia. On se le disait hors antenne juste avant, comme ça vous êtes dans la confidence, c'est la femme qui vaut 1,2 milliard. Non, c'est parce qu'on a lu... Il y a plus modeste que ça. Oui, tout à fait. Mais on a lu dans les médias que vous, et c'est pour ça aussi que l'on se voit cette semaine, vous, l'opérateur de télécommunications, était évalué par une banque d'affaires à 1,2 milliard d'euros. Alors, si on vous a demandé de venir, effectivement, c'est parce que cette semaine, il y a une actualité autour d'Enodia, autour de vous. Double actualité. Tout d'abord, le lancement, pour être pratico-pratique chez vous, pour le lancement de l'Internet ultra rapide sur Liège. C'est symbolique d'ailleurs que ce soit lancé ici en cité ardente. C'est voulu. Ce n'est pas par distraction, effectivement. Non, donc avec des connexions d'1 giga. Bon, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, vous y trouverez un gain ou pas. On va vous laisser étudier ça dans votre coin. Mais c'était donc voulu, effectivement. Oui, parce que c'est avant tout une entreprise liégeoise avec un savoir-faire liégeois, des recherches qui se font autour le Giga City, comme on l'appelle. C'est vraiment un produit qui est le fruit d'une recherche à Liège. Et donc, on a vraiment voulu marquer le coup pour rappeler l'origine de cette entreprise dont on est très fiers, dont le call center est à Herstal, dont le siège social est rue Louvrex. Donc voilà, il nous semblait symboliquement important pour s'inscrire dans cette nouvelle ère du New Enodia, du New Netis, comme on aime s'appeler, de commencer par une action symbolique. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle ère, alors ça, c'est déjà oui, c'est ça. Voilà. Du New Netis, New Enodia. Il y a en tout cas, depuis quelques mois maintenant, 2 conseils d'administration, tant chez Netis que chez Enodia, qui travaillent d'abord ensemble, ce qui n'était pas toujours le cas avant, puisqu'on fait régulièrement des séances de conseil d'administration ensemble. On travaille en transparence, ce qui est quelque chose qui me tient à cœur, qui était mon engagement d'ailleurs quand j'ai accepté la mission de la présidence d'Enodia, c'était de ramener de la transparence, de la confiance. Alors la transparence, ça, on y arrive. La confiance, elle se recrée petit à petit, elle se renoue avec les citoyens, j'espère, avec le personnel aussi, parce qu'on a fait un grand travail durant cette année et demie qui vient de s'écouler avec les organisations syndicales pour redonner confiance au personnel, pour leur redonner un statut, pour rendre des choses plus justes, parce qu'il y avait une série de choses qui n'étaient pas très équitables à l'intérieur du groupe. Donc ça, on y a vraiment mis une priorité. Et donc aujourd'hui, il y a cette opération Brutélé dont j'imagine on va parler, qui est aussi le résultat d'une confiance retrouvée, puisque ça faisait quelques années qu'on essayait de mettre cette opération sur pied, donc de reprendre les parts de Brutélé. Et je pense que cette opération, elle a été possible parce que la confiance a été retrouvée, tant des actionnaires de Brutélé, mais surtout des actionnaires de la province, des communes et des villes qui font l'intercommunal Enodia. Voilà, on a vu un visuel justement de Brutélé qui est donc actif dans la télédistribution de contenu dans une trentaine de communes, essentiellement le Brabant wallon, si je me trompe. Oui, voilà, exactement. Et qui donc aujourd'hui fait partie du groupe Vous. Et dès lors, ça va ouvrir une nouvelle ère avec éventuellement la recherche d'un partenaire stratégique de développement, c'est ça? Oui, donc il faut savoir que ça fait quand même quelques années que Brutélé et Enodia et les prédécesseurs d'Enodia ont une collaboration ensemble en termes d'utilisation du câble, de l'utilisation du produit Vous, aussi de recherche, d'innovation. Et donc c'était une opération de service public, parce que on recrée finalement une autre intercommunale qui fusionne les deux. Elle était essentielle pour la vente de Vous, puisqu'à la différence des opérations qui ont été tentées précédemment, ici on sait que l'ensemble du Cap Brutélé pourra être inclus dans la vente de Vous, ce qui est comme... Vous couvrez tout le territoire. On couvre tout le territoire. En Wallonie et sur Bruxelles également. Oui, tout à fait. Et c'était ça qui était important, c'est d'avoir... Et pas d'avoir une poche qui vous échappe. C'était d'avoir une poche et de conditionner la vente à récupérer la poche après. C'est toujours plus simple quand on sait ce qu'on achète et surtout
on peut demander le prix parce qu'on sait ce qu'on vend. Donc c'était important, c'était essentiel dans cette opération de vente dont le processus devrait démarrer ici au mois de mai. On espère pouvoir être signé fin d'année. Pour Monsieur Tout-le-Monde, ça va changer quoi pour pour ceux qui regardent la télévision? Alors en principe, dans un premier temps, rien. Mais il est clair que le secteur de la télévision, de la télécommunication est un secteur qui évolue fort vite, qui va nécessiter, en tout cas pour vous, dans les prochains mois, les prochaines années, des investissements. Et donc on a besoin aujourd'hui de s'adosser à un partenaire dont on ne définit pas le profil, parce qu'on souhaite vraiment que ce soit un processus ouvert, transparent, à nouveau clair, pour pouvoir améliorer et continuer ce service aux citoyens avec la qualité qu'on connaît et avec des produits comme celui que vous avez annoncé au début de l'émission. Alors, il y a eu une tentative avortée il y a quelques mois, c'était à Providence, un groupe essentiellement financier en quelque sorte. Ça ne s'est pas bien passé parce que voilà, les conditions n'étaient sans doute pas réunies à ce moment-là. Qu'est-ce qui fera que demain ça va fonctionner justement? Vous allez trouver le bon opérateur et qui va vous aider à vous développer, et à quelles conditions aussi? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font. Maintenant, on n'est jamais sûr qu'une vente se fait. C'est la volonté de l'actionnaire qui a marqué volonté pour vendre une part de vous, puisqu'on ne vendra pas 100%, enfin une partie. On n'a pas encore défini le pourcentage, il n'a pas encore été décidé au conseil d'administration d'Enodia, mais des pistes, il y a eu des réflexions, je vous dis, il y a eu des conseils d'administration communs auxquels on a réfléchi à ce qui était le mieux finalement pour les actionnaires et pour les citoyens dans le service qu'on va leur offrir. Alors, ce qui change déjà, c'est cette opération Brutélé qui aujourd'hui, on sait que si on vend, c'est tout le câbleau dans son ensemble qui est vendu. C'est ce que je vous disais, une confiance retrouvée. C'est une procédure qui est claire, qui est transparente, où l'on se fait accompagner d'une banque d'affaires, où on se fait aussi accompagner de techniciens, de spécialistes qui nous accompagnent, et on est surtout, je vous dis, dans une volonté de prendre le meilleur partenaire possible. Donc on ne se met aucun critère sur le profil du partenaire que l'on va choisir demain à l'issue de cette vente. Les seules conditions, mais qui sont essentielles et importantes pour les actionnaires et pour Liège, sont des espèces de clauses sociales que nous avons décidé d'imposer chez Enodia pour cette vente, qui sont le maintien du siège social à Liège, la protection de l'emploi, des sous-traitants. Et ça, pour ce faire, on doit en tout cas au moins garder, je pense que c'est 25% plus une petite part pour avoir une minorité de blocage. Donc ça, c'est une condition qui est acquise, qui est imposée par l'actionnaire. Et puis pour le reste, pour les 75 et des % qui restent, on verra quelle part on vend en fonction de l'offre. Oui, on va dans ce processus que je vous dis, on veut ouvert, clair, transparent, accompagné de professionnels. Ce sont les mots que vous allez marteler évidemment après de nombreuses années où ça a été tout sauf transparent, clair, et effectivement. Donc il est temps de tourner la page. On en est où en fait pour l'instant d'ailleurs dans ces dossiers? J'ai un peu la sensation que la page elle est déjà tournée. Bon il y a tout un volet judiciaire, mais ça je pense que la justice il faut la laisser faire son travail. Aujourd'hui on travaille à une réflexion sur le groupe. Il y a un plan, on a défini des lignes stratégiques il y a quelques mois lors d'une assemblée. On a demandé au ministre de tutelle de l'époque, Pierre-Yves Dermagne, et aujourd'hui on travaille avec Christophe Collignon, de nous laisser un délai supplémentaire parce qu'on était quand même dans une situation particulière. Et donc on travaille aujourd'hui à la réalisation d'un plan stratégique qu'on compte et qu'on souhaite faire avec les communes, les villes associées et aussi la province, les actionnaires. Qu'il y ait une réflexion commune dans un processus participatif et d'échange. Parce qu'il y aura aussi la question de savoir, avant que vous me la posiez, ce que va devenir le fruit de la vente de vous. Et donc ça, c'est aussi une réflexion qui doit être commune et collective. Et ça aussi, c'est une différence avec le passé. Alors vous dites, c'est l'aspect judiciaire, on laisse de côté. Oui, mais enfin, c'est pas aussi simple que ça. Alors, on va pas revenir sur tout le dossier qui est tellement compliqué, tellement énorme. Ce qui choque, évidemment, ce sont les rémunérations, ce sont les sommes d'argent colossales, les frais de consultance, les indemnités, etc.
je vous repose la même question. On en est où? Alors, on sait qu'il y a 3 inculpations, on connaît les noms, et on sait qu'il y a aussi une autre instruction judiciaire qui est en cours. Ça veut dire que tout ça, vous le traînez encore actuellement dans le conseil d'administration comme un boulet? Alors, ce qui est clair, c'est que moi, je ne vais pas commenter le travail de la justice. Vous comprendrez qu'il ne m'appartient pas de le faire et je ne souhaite pas le faire. En tout cas, quand le gouvernement wallon a cassé les ventes qu'il a jugées frauduleuses et qui s'avèrent effectivement avoir posé problème, nous avons entamé chez Netis, avec le soutien du conseil d'administration d'Enodia, tout un audit interne qui a permis de révéler, c'est la fameuse étude forensique, qui est une analyse financière, qui a permis de révéler toute une série de défaillances, d'irrégularités, et nous avons communiqué à la justice. Ça étant fait, la deuxième partie de notre travail a été d'assainir le groupe et de se séparer de ce qui faisait perdre de l'argent. Il y avait déjà eu le carve-out de Reza qui avait été imposé par la région wallonne, et puis il restait des actifs dans le groupe, certains qui coûtaient de l'argent. Et qui évidemment pénalisait les retours qu'on fait aux communes dans le cadre d'une intercommunale via des dividendes. Il y avait le groupe L'Avenir, on l'a vendu. Il y a Intégral, dont vous connaissez la difficulté qu'on a eue. C'est beaucoup d'argent, effectivement. On a dû assainir le groupe. Et donc, quand je vous dis qu'on laisse ça de côté, non, c'est bien là, on est conscient que ça existe, on vit avec au quotidien. Mais je pense qu'on a aussi, et c'est salutaire pour le groupe, mais c'est aussi, je pense, que les citoyens attendent de nous, et en tout cas de l'intercommunal, c'est qu'on parle d'avenir et qu'on se serve de cet outil qui est un merveilleux outil, qui a mal été utilisé, qui a parfois été mal géré, dont certains se sont servis pour de l'enrichissement personnel, et je le condamne. Le conseil d'administration d'Enodia l'a condamné, celui de Netis aussi, mais pour reprendre l'expression, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est un outil qui est là, qui doit servir à développer Liège, à créer de l'emploi et accessoirement, comme présidente de l'intercommunale, à ramener du dividende aux communes pour qu'elles puissent elles-mêmes mener des actions. Et dans votre processus d'assainissement, vous en êtes où pour le moment? Vous avez terminé? Vous êtes en phase de le terminer? Je vous dis, l'Avenir est vendu, le closing est fait, les derniers détails se finalisent. L'Intégral, on a eu quelques difficultés. C'est aujourd'hui des commissaires de la Banque nationale qui ont pris la main. Netis a dû liquider une série de sommes, je pense que c'est à hauteur d'une trentaine de millions, qui étaient encore en suspens, mais on sait que ça va s'arrêter, que l'hémorragie s'arrête là. Et donc aujourd'hui, on a encore 2 actifs qui sont Elicio, et on sait qui fait de l'énergie verte du côté d'Ostende, qu'on vendait fort bon marché, puisque vous vous rappelez, c'était 1 euro, et on se rend compte que ça ramène quand même beaucoup de millions d'euros. Donc c'est un actif qui rapporte de l'argent, qui est source de développement, qu'on devra réfléchir peut-être à adosser à d'autres structures. Et puis on a notre actif qui est le WIN, qui fait de l'IT, qui là aussi génère du dividende, qui fait remonter de l'argent dans le groupe, qui n'a peut-être pas été soutenu comme il aurait dû l'être à un moment. Et donc là aussi, il y a une réflexion qui devra avoir lieu avec l'ensemble des partenaires, à savoir ce que l'on fait de ces 2 actifs à moyen et à long terme. Est-ce qu'on les adosse à d'autres structures? Est-ce que c'est d'autres structures qui viennent nous rejoindre? Et voir comment on avance dans le groupe. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette année 2021 sera une année où il ne devrait plus y avoir, je mets devrait parce que j'aime toujours bien être prudente, surtout quand on est dans la sphère des nodianétistes, mais on est en train de clôturer les comptes, et cette année 2021, il ne devrait plus y avoir des pertes, mais bien des dividendes qui remonteront vers les communes. Et d'ailleurs, du côté de vous, le bénéfice est revenu en 2020 avec une douzaine de millions d'euros déjà, donc ça. Oui, il y a déjà de l'argent qui est remonté, mais comme on avait, il y a eu Intégral, je vous dis, c'est 30 et 40 millions qui ont dû sortir. Sur des processus qui prennent du temps aussi pour garantir que les gens qui ont des assurances chez Intégral ne perdront pas tout, bien entendu, et c'est très très loin d'être le cas. Un tout dernier mot. Vous avez un CEO ad interim, Renaud Wittner, donc de la SOGEPA, qui est une société publique spécialisée justement dans la gestion de participation, d'où son nom, et qui aide les entreprises qui parfois rencontrent des difficultés. Est-ce que c'était là aussi que le bas blessé? C'était un manque peut-être auparavant d'avoir toute une équipe
et pas que ça repose sur l'une ou l'autre personne, mais de spécialistes des différents dossiers? Oui, je pense qu'il y a sans doute de ça, mais je ne suis pas assez technicienne pour juger. Je pense, et vous allez dire que je vous martèle encore le mot, que c'était aussi le manque, l'entre-soi et ce manque de transparence qui a aussi fait que des choses se sont faites et d'autres ne se sont pas faites alors qu'elles auraient dû. Peut-être parce qu'elles n'étaient pas suffisamment expliquées de façon assez large, de façon volontaire ou pas. Ça... voilà. Je laisse chacun juge. À tout dernier mot sur vous, ils ont aussi lancé cette semaine une maison des créateurs de contenu avec des jeunes influenceurs. Voilà, on va voir quelques images. C'était dans un hôtel du centre de Liège. Donc avec un équipement high-tech en termes de fibres de nouveau et de débit Internet, pour symboliser un peu la situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde est un peu chez lui, doit travailler, a besoin d'Internet et a besoin de débit très très important. Ce sont aussi des créateurs de contenu, réseaux sociaux. On en a parlé juste avant l'émission. Vous êtes adepte aussi de créativité. Moi, je suis assez addict aux réseaux sociaux et je viens de découvrir il y a quelques semaines, grâce à mon fils de 10 ans, TikTok. Et je dois avouer que je trouve ça assez amusant et sympathique. Et je suis surtout surprise de la faculté des jeunes et des très jeunes, puisque c'est mon fils et ses amis, à manipuler ces outils et à faire des choses assez surprenantes. Donc je suis aussi très impatiente de voir ce qui s'est fait dans la house. On vous connaît déjà un peu mieux par ce biais-là, mais on va connaître encore un peu mieux avec le portrait chinois. Julie Fernandez, si vous étiez un animal. Si j'étais un animal... je serais l'aigle, pour voler très haut et voir les choses du dessus. D'accord. Un végétal. Je serais une rose. D'accord. Un objet. Si j'étais un objet, un GSM. Évidemment, c'est un peu addict aussi, j'imagine. Une chanson. Ma drôle de vie, de Véronique Sanson. Bien. Un film. Si j'étais un film... allez, mon film préféré, Une rencontre avec Sophie Marceau et François Cluzet. Parce que c'est une histoire entre la vraie vie et l'imaginaire. Et, voilà, qui part aussi de la vie d'une femme seule qui est confrontée à toute une série de défis. Donc voilà. D'accord. Un livre. Le Petit Prince. Saint-Exupéry, bien sûr. Une sportive ou un sportif. Oula, ça c'est plus compliqué. Je serai la sportive que je suis, c'est-à-dire derrière ma télé avec ma télécommande. D'accord, bon. Oui, bof, mais voilà, je ne veux pas vous mentir. Et puis une personnalité qui vous a inspiré ou qui vous inspire encore aujourd'hui? Il y en a plein, des personnalités qui m'ont inspirée. Je pense qu'une des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'a le plus marquée, parce qu'elle a aussi beaucoup participé à l'histoire de ma famille et de mes parents, c'est Felipe González, parce qu'il est... pour moi et les miens et une partie de la communauté de laquelle je suis originaire, le symbole de la liberté et d'une démocratie retrouvée et reconstruite. Reconstruite, effectivement. Après des années de dictature, bien entendu. Parfait, on va vous faire réagir à l'actu maintenant, avec le tour de l'actu. 4 thèmes d'actualité, vous en choisissez un, vous nous expliquez pour quelles raisons. J'ai choisi tout d'abord cette semaine le procès d'Eric Chauvin, ce policier qui a été donc condamné pour le meurtre de George Floyd il y a quelques mois de cela. La Super League de foot, certains clubs se sont mis ensemble, des gros clubs avec beaucoup de moyens, pour essayer de concurrencer la Champions League et l'UEFA. Ça a fait un peu flop, l'initiative est tombée à l'eau. Beaucoup de supporters s'étaient plaints de cette initiative. Ingenuity, et je le dis très très mal, mais c'est pas grave, c'est l'hélicoptère qui s'est posé sur Mars, enfin qui a fait quelques vols sur Mars. Voilà, on est dans la découverte d'un nouvel espace et d'une nouvelle planète. Et puis Alexei Navalny, je dis beaucoup mieux que l'hélicoptère, c'est cet opposant russe à Vladimir Poutine qui est en grève de la faim et dont on s'inquiète pour son état de santé. Voilà, un thème qui vous inspire et pour quelle raison? Le procès Eric Chauvin, d'Eric Chauvin. D'abord parce que moi qui suis aussi échevine de la jeunesse et qui fait le tour des maisons de jeunes pour le moment, les jeunes m'en parlent beaucoup.
Donc d'abord, symboliquement, la condamnation, elle est importante, puisqu'on condamne clairement un acte raciste, et ça a été défini comme tel. Donc ça rappelle toute l'importance de continuer à éduquer nos jeunes, à lutter contre le racisme. Mais même si on ne doit jamais se réjouir, évidemment, qu'une force de l'ordre, qu'un représentant des forces de l'ordre soit condamné pour acte de racisme, je pense que comme mandataire local, ça doit nous rappeler aussi qu'il faut continuer là aussi la formation et à accompagner les forces de l'ordre dans des situations parfois difficiles et compliquées. Oui, tout à fait. Tour de l'actu, mais à Liège, c'est le Tour de Liège. Là aussi, 4 thèmes. Alors, la sportive que vous êtes ne sera peut-être pas inspirée par le FC Serein, qui est donc à 2 rencontres d'une montée, qui sait, en Division 1, voilà, retrouver l'élite après une très très belle saison. Les terrasses le 1er mai, tiens, là c'est les Chefines par exemple qui va peut-être pouvoir s'exprimer. Normalement c'est le 8 mai que l'on peut réouvrir, mais de nombreux restaurateurs parlent du 1er mai comme d'un besoin, une nécessité. Julien Alaphilippe, pas de chance, c'est de nouveau du sport, mais c'est ce coureur français qui s'est imposé. C'est bien parce qu'il y a le logo vous derrière la photo, donc c'est très bien. Vous ne perdez pas le nord. Donc, coureur français qui s'est imposé à la Flèche Wallonne. On rappelle que ce dimanche, Liège-Bastogne-Liège. Et puis l'Expo Warhol à La Bovry. 102 328 visiteurs. Un véritable succès, évidemment, pour cette exposition qui a été prolongée, Covid oblige, mais qui a rencontré donc son public. Un thème aussi. Alors, je souhaite bonne chance à Serein pour c'est très bien. Voilà, j'aurais eu ma minute de sport, mais je salue le succès de l'Expo Warhol, mais on peut en faire un lien avec les terrasses, quoi. C'est ce besoin qu'on a tous de retrouver du lien, de retrouver de la culture, de retrouver des échanges. Et je trouve que le succès de l'Expo Warhol, qui était magnifique, que j'ai eu la chance, comme beaucoup de monde, vous l'avez dit, d'aller voir, prouve, malgré les conditions, que la culture est une nourriture dont les gens ont besoin, quelles que soient les circonstances, et qui peut faire beaucoup de bien à l'âme dans des moments fort compliqués comme ceux qu'on traverse toutes et tous pour le moment. D'accord. Peut-être quand même souligner que c'est quand même, Julie Fernandez-Fernandez, c'est quand même un parcours politique quand même très très important, l'air de rien. Quand on regarde le curriculum, c'est pas rien. Échevine, conseillère communale, évidemment, mais aussi députée wallonne, députée fédérale, secrétaire d'État aussi. Et puis aujourd'hui, alors plutôt un axe président d'un CA très important, d'un conseil d'administration. Ça veut dire que c'est votre avenir, ou bien est-ce que, par exemple, si on vous proposait un poste de ministre wallon un jour, ou à la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous pourriez l'accepter ? Je pense que quand on fait de la politique, la première qualité, peut-être la seule qualité qu'on doit vraiment avoir, c'est l'humilité. Donc moi, je ne me projette pas. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je trouve que je n'étais pas destinée à faire de la politique. J'ai fait un graduat en communication. Je me suis présentée aux élections. J'étais 40e. J'y suis allée parce que je venais d'une famille de militants engagés et que c'était la première fois où les Européens pouvaient voter, qu'on devait aller solliciter aux gens de s'inscrire et que ça me paraissait un combat qui était dans la suite de mon parcours, de celui de ma famille. Je pense que j'ai d'abord eu beaucoup de chance et je dois reconnaître ça. J'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance. Moi, j'ai toujours que je suis la fille de politique de Elio Di Rupo et Willy de Meyer, parce que je suis arrivée sur les listes parce que Elio Di Rupo devenait président du PS et imposait des femmes, des jeunes et des gens d'origine étrangère sur les listes. Et Willy, à l'époque, a recueilli cette imposition comme une chance pour sa liste. Et donc, je suis arrivée 40e et j'ai eu la chance d'être élue la première fois. Après, les choses en politique, elles s'enchaînent. Donc, moi, je ne fais pas de plan de carrière. Vous avez quand même choisi entre député et mandataire local. Oui, parce qu'à un moment donné, et même si j'ai adoré être parlementaire, je veux dire, je le dis souvent, et chaque fois que je suis montée prendre la parole à la Chambre, je l'ai fait en sachant le parcours qui était derrière et que je représentais des gens. Et donc, le combat, notamment, que j'ai mené contre Theo Franken sous l'ancienne législature, était quelque chose qui était ancré. C'était pour ce combat-là, finalement, peut-être que je m'étais inscrit en politique, et ça fait un peu lien avec l'actualité que j'ai choisie tout à l'heure. Non, c'est parce que je pense que moi, je ne conçois la politique qu'à côté des gens et dans la proximité, et qu'à un moment donné, députée sans avoir de lien local, je l'avais été quand j'avais été députée régionale, et je me sentais parfois pas décalée. En tout cas, peut-être que d'autres arrivent à le faire plus facilement, mais moi, j'avais un peu du mal. Donc voilà, j'ai choisi la proximité, et puis bon, les circonstances ont fait que
que la présidence d'Enodia est arrivée, que dans les échanges que j'ai eus avec les uns et les autres et mon parti, on m'a proposé de l'assumer en me souhaitant bonne chance et bon courage. Oui. Ça, je l'ai beaucoup entendu pendant quelques jours et j'essaye aujourd'hui de le faire au mieux. Mais voilà, je pense que quand on fait de la politique, on doit parfois faire des choses qu'on ne s'attend pas à faire, apprendre à les faire. Parce que, voilà, et les assumer. Et les assumer. Et je dis surtout merci pour le parcours que j'ai déjà eu la chance d'avoir. Alors, est-ce que l'Échevine des solidarités, de la cohésion sociale, des droits des personnes a quelque chose à nous partager dans son agenda ? Il y a un superbe projet qu'on mène avec le département jeunesse de la ville, c'est le projet Jeunesse Ardente, qui est un projet de consultation sur les politiques jeunesse, consultation des jeunes, qu'on a phasé en deux parties en faisant d'abord, ça a été un peu retardé par le Covid, on aurait voulu que ça aille plus vite, mais d'abord un espèce d'inventaire de ce qui existait sur le territoire de la ville en matière de politique de jeunesse avec les professionnels du secteur, que ce soit ceux des maisons de jeunes communales, mais aussi toutes les structures jeunesse qui existent. Il y a une première plateforme qui est en cours de réalisation pour avoir cet échange d'informations qu'il demandait, mais aussi pour donner de l'information aux jeunes. Et là, cet été, je suis très contente, on lance les phases tests d'une consultation qui après sera une consultation large vers les jeunes liégeoises et les jeunes liégeois pour savoir ce qu'ils veulent comme politique de jeunesse, comment est-ce qu'ils veulent que demain les budgets qui leur sont alloués soient utilisés et surtout comment est-ce qu'ils rêvent le Liège de demain. Ils doivent se tenir prêts à répondre à votre appel. On va les solliciter notamment via les réseaux sociaux et je trouve que sortir du déconfinement en ayant cette chance de pouvoir aller vers les jeunes et leur dire voilà, vous avez été privés de contacts sociaux et peut-être d'expression, nous maintenant, le bourgmestre, le collège de la ville de Liège, on a envie de vous entendre, la parole est à vous, donc saisissez-la. Je retiens pour sortir du confinement. Bon, croise les doigts, j'espère que ça va. Je suis positive, je suis optimiste. Parfait, merci Julie Fernandez d'avoir été avec nous. Merci Fred. Merci. Vous partez en congé pour 3 semaines ou bien on vous revoit la semaine prochaine? Écoutez, je réfléchis encore un petit peu. Si vous êtes un petit peu agréable, je serai là la semaine prochaine avec vous à mes côtés. Ça va? Merci à Jean-Pierre Martial. Merci aux équipes d'RTC d'avoir été là. Merci à vous d'avoir suivi Actuel. On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu. Bon week-end.